La nuit en mer, c'est vraiment quelque chose. Je sens quelque chose qui est hyper puissant en fait quand je navigue de nuit. Alors c'est plus dur aussi, hein. C'est plus dur parce qu'il faut lutter contre le sommeil, parce que quand le bateau va vite et que le vent souffle très fort, comme on voit pas les vagues, on est vachement moins serein. Il y a beaucoup plus de peur la nuit, il y a plus d'appréhension, mais il y a moins de confiance. Mais en même temps, il y a un truc très particulier qui fait qu'on est, je sais pas, tout proche de soi. Par exemple, c'est la nuit que j'ai le plus envie de partager. J'ai envie de raconter, j'ai envie de... C'est tellement puissant ce que je vis que j'ai... Waouh! Il y a vraiment ce truc particulier à la nuit. Je sais pas, comme si c'était l'envers du décor. Ou... Parler à un micro comme ça, toute seule dans mon bateau, j'ai jamais fait ça. C'est une expérience nouvelle. J'aime bien. J'ai l'impression de me confier à quelqu'un. Une oreille qui m'écoute. Ça me donne le plaisir de partager. L'idée, c'est de rester, moi, dans mon élément, dans ma bulle, dans ma solitude, mais en même temps de la partager. Et en fait, là, moi, maintenant, je suis dedans. Et il n'y a qu'en étant dedans que j'arrive à vraiment le vivre pleinement, sans transformer le truc après en disant ouais mais j'ai eu froid, mais ça m'a tellement fait grandir. En fait là j'ai froid et j'ai envie de rentrer. Seul en mer. Isabelle Yoshke fait partie des rares navigatrices qui tentent le Vendée Globe, cette course au large autour du monde, en solitaire, sans escale et sans assistance. Elle skippe l'IMOCA MACSF, un bateau de 18 mètres extrêmement technique. Je suis Aline Pénito, bien petite navigatrice en comparaison, et voilà qu'en papotant avec Isabelle sur les pontons de la base à Lorient, elle m'embarque dans une envie de podcast. Une chose en entraînant une autre, j'ai mis dans les mains d'Isabelle un enregistreur et je lui ai montré quelques rudiments. Et le voilà embarqué à bord de l'IMOCA MACSF lors d'un entraînement atlantique en solitaire. Un long entraînement de 20 jours où Isabelle aime, dit-elle, se perdre dans l'océan et que cela dure longtemps. Je vais rentrer dans une dépression qui va me ramener tout doucement en direction de la Bretagne et à partir de là, il va y avoir du vent fort tout le temps. Là, pour l'instant, il fait encore noir. Dès qu'il fait jour, j'attaque la réparation. Il faut être vraiment le plus efficace possible. Conversation avec l'Atlantique. 3e partie, le retour à Lorient. Cela fait plus de 2 semaines qu'Isabelle est en mer. Elle vient de réparer les lattes de la grand voile, brisées par une tempête. Donc, comme prévu, j'ai affalé la grand voile. J'ai démonté les lattes, je les ai sciées, je les ai manchonnées, je les ai remontées. J'ai réinstallé la corne le long du mât et j'ai réhissé la grand voile. Du coup, j'ai passé la journée à réfléchir, à trouver des trucs, à essayer, à démonter, à remonter. J'ai sorti la caisse à outils. J'ai ouvert 3 ou 4 sacs avec du matos de rechange dedans. Du coup, j'ai mis un bazar partout dans le bateau. Et maintenant que je suis repartie il y a quelques heures, d'abord, je suis allée me coucher parce que j'avais vraiment besoin de me reposer après cette grande journée. Ensuite, j'ai besoin de faire de la stratégie pour savoir où aller. C'est toujours la même question, où aller? Du coup, il faut que je me tourne vers une nouvelle phase maintenant, où je me projette vers du vent fort, vers un bateau qui va de nouveau secouer comme pas possible, où ça va pas être possible de cuisiner, où ça va être à peine possible de se reposer, où je vais être trempée.
Donc c'est pour ça que c'est important là de bien tout vérifier dans le bateau, tout ranger, parce qu'après c'est un peu fini, je pense pendant 5 ou 6 jours. C'est-à-dire jusqu'à l'arrivée. Le 3 à 18h21. Marine View. Coucou Isa, comment ça va? Le 3 à 20h48. Coucou Marine. Ça va, tout est réparé. Ça a été long et galère, mais c'est tout bon. Le 3 à 20h48. Repose-toi bien si tu peux. Oui, je vais essayer. Bisous. Traverser l'Atlantique à la voile, c'est super stratégique en fait. Il y a plein de routes possibles, mais il y en a une qui va forcément être plus rapide que les autres. Et dans la stratégie d'une transat, il y a une question qui est fondamentale, c'est à quel moment je fais de l'ouest. Et à chaque transat, cette question, c'est la question avec laquelle tous les marins s'endorment la veille du départ. Est-ce que je vais aller plutôt vers le sud? Est-ce que je vais aller plutôt vers l'ouest? Et après, il y a le marin. Donc là, l'idée, c'était à la fois d'éprouver le bateau, mais moi aussi, que j'apprenne à naviguer sur un bateau qui va plus vite, qui est en fait différent dans son comportement. Et alors, la différence, je la sens. C'est carrément pas la même et c'est pas forcément facile. Et puis moi, retrouver mes marques aussi dans ce que je connais de mon bateau, dans ce que je connais de la navigation en solitaire. Parce que moi, à la base, vraiment, ce qui me fait triper, c'est le solitaire. Je suis vraiment là, je le dis tout le temps, moi je suis là pour le solo. Mais c'est pas parce que j'adore ça et que je me sens faite pour ça que c'est pas dur de se remettre dedans, que c'est pas dur de... la nuit de devoir faire ces manœuvres toute seule quand il y a du vent fort et que je me... Waouh, des fois je me sens... Ouais, je me sens seule quoi dans l'action, à me dire oh qu'est-ce que ce serait bien d'avoir quelqu'un pour m'aider. Puis il y a le côté physique aussi. Parce que physiquement, c'est quand même un bateau qui fait à peu près 9 tonnes, avec des voiles, les voiles d'avant que je dois transporter à chaque fois que je fais une manœuvre. La plus lourde, elle pèse dans les 80 kg. Et moi, je pèse à peine plus de 50 kg. Et ça, mon corps, faut qu'il soit habitué à ça. Faut qu'il soit habitué à un moment donné à traîner un espèce de paquet qui en plus qui est tout plein d'eau, donc qui est encore plus lourd parce qu'il est rempli d'eau. Être capable de traîner ce corps mort pour aller le hisser, le dérouler, le border et tout ça, quoi. Et ça, c'est pareil, on a beau faire de la muscu, moi je fais beaucoup de pilates, je fais beaucoup de prépa physique à terre, mais en fait, c'est vraiment en mer que je prends mes repères de tout ça et que mon corps il prend ses repères. Chercher ses limites et dépasser ses limites, à mon sens, c'est un peu l'enjeu de ce métier. C'est l'enjeu de faire de la course au large et sans doute de tout plein de grandes aventures et de compétitions. C'est quelque chose de très personnel, la manière dont je vais décider d'aller chercher et dépasser mes limites. Moi, quand j'y pense, quand j'ai commencé à faire de la course au large, j'avais une manière de fonctionner et d'appréhender la question qui était complètement différente de celle d'aujourd'hui. À l'époque, il fallait que je fasse ça dans le dur. J'avais l'impression de faire ça un peu comme les mecs. J'étais dans la découverte, donc j'essayais de regarder ce que faisaient les autres. Et pour moi, dépasser ses limites, c'était forcément se faire mal, pas se poser de questions et tout le temps se faire mal. Il y a une expression qu'on dit beaucoup dans la course au large. Quand il y a une grosse tempête et qu'il faut passer 24 heures d'affilée à barrer, on dit à un moment donné, on pose le cerveau. Et c'est vraiment ça, c'est je pose mon cerveau, je ne réfléchis plus, j'accède plus à mes peurs et je me transforme en machine et j'y vais.
jusqu'à ce que la machine soit épuisée. Sauf que ça marchait pas très bien. Parce que je me faisais quand même malgré tout rattraper par mes peurs. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Aujourd'hui, en premier lieu, je vais d'abord essayer de bien voir où elles sont mes limites. Elle est où ma zone de confort à l'intérieur de mes limites. Et ça, j'attache en fait de l'importance à y aller et à bien délimiter la zone. C'est comment la manœuvre quand je la fais sereinement, quand je prends le temps de la faire. C'est comment de traverser le front légèrement sous-toilé plus que légèrement surtoilé. Et après, il y a le moment où on va dépasser ses limites. Et moi, je trouve que ce moment-là, il va transformer mon potentiel, d'autant mieux que j'ai bien défini le contour de mes limites. Pour moi, c'est vraiment une démarche, quoi. De se dire, là, j'ai fait un truc que j'aurais jamais osé faire. Et je l'ai fait sereinement. C'est un truc après qui ne s'oublie plus. C'est voilà, le potentiel là, tac, il a grandi, ça c'est sûr. Alors là, il y a entre 30 et 35 nœuds devant. Le bateau navigue entre 20 et 30 nœuds. Je navigue sous Jenaker avec 2 riz dans la grand voile. Ça fait un beau coin infernal. Le bateau est en mode sous-marin. C'est-à-dire qu'on passe vraiment sous les embruns. Il y a des bonnes accélérations, des bons coups de frein. C'est très saccadé à l'intérieur. Ça donne pas très envie de bouger dedans. Et là, le problème, c'est qu'il y a l'alarme de fuite d'eau qui vient de sonner à l'arrière. C'est-à-dire qu'en gros, potentiellement, j'ai de l'eau qui est rentrée tout à l'arrière du bateau. Et donc, il faut que j'aille ramper, crapahuter dans la grotte et aller voir dans le compartiment qui est juste avant la sortie de secours avec le radeau de survie. Il faut que j'aille voir s'il y a de l'eau qui est rentrée par là et agir en conséquence si jamais il y en a. Je suis pas super ravie, mais allez go! Donc j'ai une fuite d'eau tout à l'arrière par le capot de sortie en cas de chavirage. Parce qu'en fait il y a quelque chose qui obstrue la fermeture du capot. Donc ça va être à surveiller. Pour l'instant c'est difficile pour moi d'agir parce que le bateau avance beaucoup trop vite. Et les vagues de derrière en plus vont m'empêcher d'ouvrir le capot pour mieux le refermer. Sinon, je vais laisser rentrer toute l'eau des vagues dans le bateau. Donc, je vais attendre que le vent se calme un petit peu. Mais malheureusement, il va pas vraiment se calmer beaucoup. Il va descendre un peu dans la journée. Et là, j'espère que la mer me permettra quand même de faire quelque chose. Et si ça marche pas, il faudra que j'aille éponger toutes les 2 heures à peu près. Depuis le début de la nuit, là, je suis en train de faire un bord de folie. Le bateau avance comme une balle. Il atteint régulièrement sa vitesse max, qui est autour de 32 nœuds. J'ai dû bien réduire la voilure parce que le vent souffle fort, entre 30 et 40 nœuds.
Et je suis assez contente de moi parce que cette nuit j'ai réussi à dormir. J'ai réussi à m'allonger, à me détendre dans ces conditions. Donc ça pour moi c'est pas forcément évident. Et là je suis assise au poste de veille. Je regarde les embruns s'écraser sur le roof du bateau. J'écoute le comportement du bateau pour voir si tout est juste. Il y a beaucoup de bruit. Là c'est un peu infernal. Et en fait moi j'essaye de décortiquer les sons qui pourraient me paraître bizarres. En fait je trouve ça assez dingue de me dire qu'on réussit à s'habituer à ça. Les premières navigations que j'ai faites sur le bateau avec les foils, ça m'a fait tellement peur que je suis allée voir tous les gens que je connaissais qui avaient des foils et je leur ai demandé mais comment vous faites pour supporter ça? Et ce qu'on m'a répondu c'est tu verras, tu finiras par t'habituer. Et là je suis en train de me rendre compte que, alors je suis pas encore habituée, mais je sens qu'il y a quelque chose déjà qui a changé. Voilà, j'accepte la vitesse, j'accepte tous ces mouvements super bizarres et inconfortables. Ah, c'est cool. Alors là, dans l'instant, il y a 35 nœuds et le bateau avance à 23 nœuds. 24, 25, 26, 27, 28, 29. Et ça redescend. Hop, et là on se repose un peu. Jusqu'à la prochaine accélération. Ça y est, ça repart. 36 nœuds de vent. 37 nœuds de vent. Et le bateau est reparti. 27. 28. 29. Et ça redescend. C'est drôle, hein, je pourrais passer la journée comme ça. Allez, 39 nœuds de vent. 30 nœuds de vitesse. 31 nœuds de vitesse, 39 nœuds de vent. Ah, il y a un côté infernal à tout ça. Le bruit, là, je sais pas ce que ça vous évoque, mais quand on ferme les yeux, je pense... Waouh, on pourrait se croire dans Moby Dick. C'est très bizarre quand même de se retrouver comme ça tout seul dans une mer déchaînée avec le bateau qui avance comme une bombe. C'est tout bizarre parce qu'à la fois c'est super grisant, c'est drôle, c'est impressionnant. Voilà, à la fois c'est vraiment, je suis en mode adrénaline. Et en même temps, il y a un petit côté où on se sent quand même tout seul. On se dit, oulala, faudrait pas qu'il y ait un problème là maintenant. Le 5 à 21h20. Hello, souci à bord, la gaine de Driss de GV a pété. Le 5 à 21h22. Florian Giffrin. Coucou Isa, est-ce que l'app est toujours en place? Le 5 à 21h25. Oui, faudrait peut-être que j'agrandisse le trou, avec marteau et tournevis, si j'y arrive. Le 5 à 21h27. Alain Gauthier. Alors, il faut découper le déflecteur, mais il faut pas que la drisse aille dans le mât dans cet état.
il faut aussi essayer de hisser la GV pour avoir la partie abîmée de la drisse au niveau des winches. Et après, truciquer la drisse, hein, coudre la gaine à lame vraiment avant de rechoquer la drisse pour prendre le riz. Le 5 à 21h30. Oui, mais attends. Le plus dur, c'est d'agrandir ce foutu trou. Après, je suis bien d'accord pour la suite. Mais si j'arrivais à démonter le cache, ça m'aiderait bien. Une idée? Je l'arrache? Le 5 à 21h30. Donc il faut commencer à truciquer loin de la cassure pour essayer d'avoir en fait une partie sans gaine la plus petite possible. Et puis coudre chaque partie sur à peu près 7 cm. Tu peux aussi peut-être découper le haut du déflecteur en fait, au niveau de la drisse. Le 6 à 1h27. Je sais pas si vous dormez. Le cache est-il indispensable? Je vais pas pouvoir remettre les écrous. Du coup, soit je le mets pas, soit je le colle au Sika. Le 6 à 7h54. Non Isa, le cache n'est pas indispensable. Il empêche une partie de l'eau de rentrer. En revanche, il faut que tu bouches le trou des vis pour que l'eau ne rentre pas dans le bateau. Top la réparation. Le 6 à 9h42. C'est bon, j'ai ouvert le cache et j'ai eu le déflecteur. J'ai accès à la drisse. Je vais réhisser tout doux. Et là, ça fait 4 jours que j'ai pris le train des dépressions pour rentrer vers la Bretagne. Donc j'ai mis cap vers le nord, puis vers le nord-est. Et je dois avouer que c'est plus la même ambiance du tout. Et là, pour moi, il y a eu un gros dilemme de savoir qu'est-ce que je faisais par rapport à mon entrée dans le golfe de Gascogne, qui est prévue demain. Demain, lundi 10 août. Non, je recommence. Je suis fatiguée. Demain, lundi 10 février. J'aurais bien aimé qu'on soit au mois d'août, mais ça y ressemble pas trop. Donc la question qui s'est posée à moi, c'est est-ce que je fais ma route juste pour rentrer et je continue d'aller au plus vite, comme si j'étais en course et en entraînement? Ou est-ce que je la joue sécu, sachant qu'il y a à peu près 7 à 8 mètres de creux qui sont prévus dans le golfe de Gascogne au moment où moi j'aurais dû y rentrer. Voilà, donc la question elle s'est posée, mais finalement elle s'est pas posée si longtemps que ça. Parce que 8 mètres de creux dans la remontée des fonds, ce qu'on appelle le plateau occidental. En fait, la profondeur, elle passe de quelques milliers de mètres de profond à quelques centaines de mètres, genre de 3000 mètres à 300 mètres de profondeur. Donc là, c'est vrai que moi, je me sentais pas trop rassurée de traverser cette zone qui finalement est peut-être une des plus dangereuses de nos régions. Voilà, du coup, le choix que j'ai fait, c'est de ralentir ma route, de la rallonger et d'arriver un peu plus tard dans l'entrée du golfe de Gascogne pour le plateau continental. Voilà, encore un truc, j'ai dit occidental tout à l'heure, continental. Encore un truc qui montre combien je suis fatiguée, je trouve plus mes mots. Mais ça, c'est peut-être Alzheimer. Hein. Donc j'ai décidé de rallonger ma route et d'arriver un petit peu plus tard à l'Orient que ce que j'aurais pu pour laisser passer le gros du vent et surtout le gros de la mer et une mer très chaotique sur la remontée du plateau continental. Ça y est, j'ai réussi à le dire. Le 9 à 10h31. Coucou Isa, t'as une estimation de ton arrivée à Lorient? Le 9 à 10h35. Hello.
Pour l'instant, les conditions me feraient arriver dans la nuit de lundi soir. À suivre. Le 9 à 10h37. Ok, c'est noté. Je suis allongée dans ma bannette. Il fait nuit. À l'intérieur du bateau, c'est tout sombre. Sauf qu'il y a des petites lumières, des petites LED allumées tout près de la table à cartes. Il y a des appareils divers et variés. L'automate de quille, le pilote automatique. Il y a aussi l'écran d'ordinateur qui est éclairé. Et je vois mon bateau sur la carte. Comme ça, je sais si mon bateau va bien dans la bonne direction. Ça, c'est quand même la base. Et j'arrive à me reposer. Des fois, je sais pas comment je fais, mais je suis tellement fatiguée qu'à un moment donné, voilà, tous ces bruits là qui paraissent infernaux, et ben, je sais pas, c'est comme si mes oreillettes se fermaient, elles voulaient plus écouter. C'est dingue comme on peut s'adapter. C'est dingue. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, moi j'aime bien. Ouais, ça grince, ça tape, il y a plein de bruits bizarres. Alors il y en a, je suis habituée, donc ça me paraît normal, et puis il y en a, je suis pas habituée. Donc ça cause toujours un petit peu du souci. Mais c'est aussi parce que je sais que ça va avoir une fin. Autant dehors, il y a vraiment un accord qui se fait avec l'océan, avec le ciel, avec les étoiles. En fait, dehors, la nuit, je me sens vraiment tournée vers l'extérieur. Autant à l'intérieur du bateau, j'ai l'impression encore plus d'être dans une grotte. C'est marrant. Mais là, je crois que je m'endors d'ailleurs. Le 11 à 14h09. Hello tout le monde. Pour commencer, les nouvelles du bord. Je n'ai plus d'aérien du tout. J'arrive plus à choquer la 3e bosse de riz. Si le vent ne mollit pas, je peux être là dans 6 heures. Si le vent mollit franchement, je peux couper cette satanée bosse. Le 11 à 14h29. Ok, bien reçu. Tu peux checker le bout du constrictor dans la baume en faisant un trou dans le millard. Sinon, tu coupes en reprenant bien l'hélice à fond pour pas se retrouver sur la branche que tu scies. Le 11 à 14h40. Yes, bien vu pour l'hélésie. La bosse a lâché. L'affalage va pas être simple. Je suis dans 40 minutes à 1 heure à l'entrée de la passe ouest. Alain Gauthier, pouce levé, pouce levé, pouce levé. Pour moi, quand on revient toujours avec quelque chose d'autre. On revient, certes, oui, mais on revient un peu changé et toujours un peu transformé par ce qui s'est passé. Il y a des fois, ça a été le pied total, ça a été l'évasion et il y a une part de nous qui reste un peu dans le voyage. Et il y a d'autres fois où ça a été douloureux. Et là, pour moi, c'est un peu le cas quand même. Et j'ai l'impression que oui, je vais revenir et j'en ai envie. Et que en même temps, il va falloir digérer tout ça. Il va falloir encaisser une phase de digestion, de repos,
de pas chercher à tout comprendre. Pas forcément rester dans ses peurs, dans les appréhensions de mais si, oh là là, si c'est compliqué l'hiver prochain. Mais plutôt de prendre, voilà, laisser infuser tranquillement ce qui s'est passé. Et ce qui est sûr, c'est que la prochaine navigation, elle aura une autre couleur. Ça, j'en suis sûre. Seul en mer, un podcast d'Aline Pénicaud, compagnie Ondas, pour la MACSF. En fait, je me rends compte, je sais pas quoi penser de ces jours que je viens de passer en mer. Élodie Pasquier, clarinette. Il y a eu pas mal de petites épreuves. Céline Granger, mixage. Voilà, je les ai passées. Et le mieux, je crois que c'est vraiment que j'en dise rien de plus que ça. Pour cette navigation-ci, nous retrouvons très vite Isabelle en mer lors de la course Vendée Arctique Les Sables. Bon vent à vous!